Merci beaucoup, c'est un plaisir de parler de maladies rares et je suis très, très content, très heureux d'être ici, je le redis, et parmi vous, et j'espère que nous aurons des échanges et peut-être des collaborations sur ces maladies rares. La Flechtner Society a établi un glossaire des termes pour l'imagerie thoracique dans laquelle un kyste est défini comme une clarté parenchymateuse ronde avec une interface bien définie avec le poumon normal et une paroi dont l'épaisseur est inférieure à 2 mm. Donc c'est une hyperclarté qui a des limites nettes et que l'on peut donc de ce fait bien reconnaître. Elle se distingue des bulles qui, elles, n'ont pas de paroi aussi bien délimitée, qui s'observent essentiellement au cours de l'emphysème, et les pneumatocèles qui sont des images différentes et habituellement transitoires et qui sont causées en particulier par des infections aiguës ou par l'inhalation d'hydrocarbures. Il faut savoir que tous les kystes pulmonaires ne sont pas le signe d'une maladie, et en particulier savoir que chez les personnes âgées, au-delà de 75 ans, il peut exister des kystes qui n'ont pas d'explication particulière, mais qui peuvent être présents dans cette population âgée. Les trois grandes causes de maladies kystiques multiples pulmonaires sont la lymphangioleiomyomatose, le syndrome de Burtog-Dubé et l'histiocytose à cellules de Langerhans. Sur la lymphangioleiomyomatose, je serai assez bref puisque Jean-Marc Nakache va en parler de manière plus détaillée. Nous avons, avec Simon Johnson, fait une task force pour fixer des recommandations pour le diagnostic et la prise en charge de cette maladie qui ont été publiées dans l'European Respiratory Journal en 2010. Il faut bien sûr distinguer les lymphangioleiomymatoses sporadiques des formes qui s'associent à la sclérose tubéreuse de Bourneville, qui est une maladie d'origine génétique. Les images kystiques doivent être analysées avec précision devant tout patient chez lequel on en découvre. Vous voyez par exemple ici dans cette lymphangioleiomyomatose des images kystiques multiples pulmonaires de petite taille. Ici elles sont confluentes, créant un aspect un petit peu en dentelle, et il peut y avoir une confluence des images kystiques qui montrent une destruction aussi importante. En ce qui concerne les données tomodensitométriques, les lésions caractéristiques sont donc multiples supérieures à 10, et on dira qu'une imagerie est compatible avec une lame s'il n'y a que quelques kystes, c'est-à-dire plus de 2 et moins de 10. Les critères anatomopathologiques, je crois qu'il faut insister, sont retrouvés si l'anatomopathologiste est expérimenté, et il verra une prolifération de cellules musculaires lisses et de cellules épithélioïdes qui sont associées à la formation des kystes. Il y a des immunomarquages, en particulier par HMB45, dont le docteur Nakache nous parlera, et qui permettent de faire le diagnostic. Voilà l'aspect macroscopique du poumon au cours de cette maladie. Les lésions constituées de cellules caractéristiques qui fixent ici avec un marqueur qui est l'alpha-actine. Un marqueur a été identifié plus récemment, qui est la bêta-caténine, dont on ne sait pas encore si c'est un marqueur qui est très spécifique, mais en tout cas qui est positif au cours de la lame. Les autres manifestations dont on vous reparlera sont les angiomyolipomes, qui ont des caractéristiques tomodensitométriques, les épanchements chileux abdominaux, les lymphangioleiomyomes, dont un point important à connaître est la variation de taille au fil de la journée, et des ganglions qui sont envahis par les cellules de la lame. Il y a des critères diagnostiques particuliers pour les patients qui ont une sclérose tubéreuse de Bourneville, dont on rappelle ici les critères diagnostiques et les manifestations cutanées, avec notamment des angiofibromes faciaux. Je vous demande de bien garder en mémoire ces images,
car elles conduisent à des diagnostics différentiels. Les fibromes périinguéaux, les macules hypomélaniques, les plaques chagrins, les amartomes, les tubaires corticaux et les astrocytomes. Une étude récente, je ne sais pas si Jean-Marc l'a incluse, non, bon, donc je me permets d'en dire un petit mot, c'est une étude au cours de laquelle il y a eu un dépistage de la lame chez les patientes qui ont une sclérose tubéreuse de Bourneville. Donc, dans cette étude, toutes les jeunes femmes de plus de 15 ans ont eu un scanner initial. Et ce qui est intéressant, c'est que ce scanner initial a montré la présence de lames dans une proportion importante. Et il a été observé que la prévalence de la lame augmentait d'environ 8% par an. C'est-à-dire que chez les jeunes femmes de moins de 21 ans, la prévalence était de 27%, mais qu'elle était de 81% chez les patientes atteintes de plus de 40 ans. Donc c'est important, et même si les manifestations de la lame sont probablement moins importantes au cours de la STB que dans la forme sporadique, il faut connaître cette possibilité, en particulier du fait du risque de pneumothorax. Et finalement, donc, beaucoup de patients ont eu une évolution des symptômes, et un décès rattaché à l'atteinte pulmonaire a été observé quand même dans un peu plus de 12% des cas. De la même manière, il existe des kystes multiples chez l'homme. La symptomatologie est moins importante, les kystes sont moins gros, les patients n'ont moins de pneumothorax ou de chylothorax, et la maladie est moins progressive. Mais Jean-Marc Nakache vous le développera plus en détail, ainsi que les critères diagnostiques de la lame, et en particulier la valeur qu'il faut connaître du VEGFD, qui prend une place maintenant plus importante. Donc je vais passer à une autre maladie kystique multiple pulmonaire, qui est moins connue, qui est le syndrome de Burtog-Dubé, BHD. Il s'agit d'une maladie autosomale dominante qui est caractérisée par des lésions cutanées, comme au cours de la STB, des kystes pulmonaires et un risque élevé de cancer rénal familial. Cette affection est liée à des mutations germinales du gène FLCN, le gène de la folliculine qui se trouve sur le chromosome 17p11.2. Burt, Hogg et Dubé étaient des dermatologues. Ils ont décrit des signes cutanés de cette affection. Ces signes cutanés apparaissent après l'âge de 20 ans. Les lésions sont principalement localisées sur le nez et les joues, le cou, le tronc et les oreilles. Et ce sont des lésions dont la difficulté à les reconnaître est liée au fait qu'elles ne sont pas aussi caractéristiques que les lésions, par exemple, de la sclérose tubéreuse de Bourneville. Ce sont des tumeurs bénignes développées à partir des follicules pileux et qui sont désignés sous les noms dermatologiques de fibrofolliculome et de trichodiscome. Alors vous voyez ces images chez ce patient, et il est certain que pour les non-spécialistes, et à commencer par moi, ces petites images cutanées n'attirent pas vraiment l'attention. Et on a l'impression que l'on rencontre tous les jours des dizaines de personnes qui ont ces petites anomalies. Parfois, elles sont un petit peu plus importantes. Parfois, elles sont localisées comme ici, un peu comme des grains de mil, et qui n'attirent pas énormément l'attention. Même chose, cette image pour un dermatologue est peut-être caractéristique, mais pour un pneumologue comme moi, c'était pas évident. Alors des critères diagnostiques ont été proposés, mais ces critères diagnostiques accordent une place très considérable aux lésions cutanées, et vous voyez que dans les critères majeurs, en première ligne, il y a les signes cutanés et bien sûr la mise en évidence d'une mutation. Dans les critères mineurs figure le caractère familial, mais figurent aussi les kystes pulmonaires ainsi que la possibilité de cancer rénal.
Les cancers rénaux apparaissent entre 25 et 75 ans, ce qui conduit à proposer chez ces patients une surveillance à partir de l'âge de 20 ans par une IRM annuelle. La pénétrance est estimée à 16% à 70 ans, donc c'est un risque très élevé de cancer rénal qui justifie absolument un dépistage. Alors si on vient aux manifestations pulmonaires, comme pour toutes les maladies kystiques multiples pulmonaires, le pneumothorax spontané est la principale manifestation pneumologique et il survient dans environ un tiers des cas. Il y a un risque accru de pneumothorax chez les patients qui ont une histoire familiale de pneumothorax. Un second pneumothorax survient dans 3/4 des cas et on trouve des kystes sur le scanner dans 77 à 100% des cas. Ces kystes sont particuliers et avec un peu d'expérience, ou quand on connaît la littérature, on peut en retrouver les caractéristiques. Ce sont des kystes à parois relativement fines. Ils ont été étudiés dans cette série de Tobino chez 12 patients, dont l'âge moyen était de 40 ans. Et le plus grand nombre et la plus grosse taille de ces lésions sont au niveau inférieur des poumons, en dessous de la carène, et dans la moitié interne des poumons. 40% de kystes bordent la plèvre, et ces kystes sont généralement connectés à la partie proximale des artères pulmonaires et des veines au niveau des lobes inférieurs. Donc, d'une manière concrète, voilà à quoi ça ressemble. Et c'est vrai que quand on connaît l'histoire, on se dit que ces kystes sont quand même très particuliers. Ça n'est pas comme ça dans la lymphangioleucomématose, et ces kystes ont donc cette particularité, notamment, comme vous le voyez ici, d'être au contact des vaisseaux. Ces kystes sont très généralement diagnostiqués par les radiologues non avertis comme des bulles bizarres d'emphysème. Et c'est vrai que parfois on a des images qui évoquent plutôt quelque chose de séquellaire, de banal, de destruction emphysémateuse. Alors Tobino a fait une étude très, très sérieuse des différences entre le syndrome de Burgdorf-Dubé et la lame. Vous voyez déjà qu'en ce qui concerne l'âge, le diagnostic du Burgdorf-Dubé se fait plus tard que pour la lame. L'histoire familiale, évidemment, est absente dans la lame sporadique, tout du moins. Le coefficient de Tifno est altéré au cours de la lame, mais il est normal au cours du BHD. Le coefficient de transfert du CO, fréquemment abaissé dans la lame, est normal ou légèrement abaissé au cours du BHD. Et cette prédominance pour la zone inférieure et centrale des poumons est observée chez les patients BHD, mais pas chez les patients lame. Alors il a fait quelque chose de encore plus poussé, et notamment il a regardé le pourcentage de zones kystiques dans les champs pulmonaires. Et vous voyez que l'importance est plus grande au cours de la lame. Il a compté le nombre de kystes, et vous voyez qu'au cours du BHD, on peut les compter. Au cours de la lame, c'est difficile de s'y amuser. Il a étudié aussi la taille moyenne, et vous voyez que la taille moyenne est plus élevée au cours du BHD que de la lymphangioleucomématose. Et alors il a fait une étude concernant la circularité, c'est-à-dire, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué, mais une valeur de 1 indique un kyste parfaitement circulaire. Et vous voyez que, comme on l'a vu sur les images, les kystes du BHD sont beaucoup moins circulaires, beaucoup moins réguliers que ceux de la lame. Alors à côté du syndrome de Burgdorf-Dubé, tel que je vous l'ai décrit, et qu'il est dans la littérature sous le nom éponyme des dermatologues, il a été observé des kystes pulmonaires comme seule manifestation du syndrome de Burgdorf-Dubé. C'est une étude japonaise, et vous voyez ici 22 patients, 15 pneumothorax, des kystes chez 17 patients, et chez 4 patients qui avaient des kystes, il n'y avait pas de lésions cutanées.
Donc on s'aperçoit que ce fameux syndrome de Burthoff-Dubé, qui porte le nom d'anomalie cutanée, eh bien il n'y a pas toujours de lésion cutanée. Alors voilà un aspect thoracoscopique de kystes au cours d'un Burthoff-Dubé. C'est assez fréquent que les kystes soient aussi au contact du médiastin et il a été rapporté des pneumomédiastins. Alors ces kystes ont été étudiés sur le plan anatomopathologique par la même équipe japonaise et en particulier il y a des signes qui orientent vers une activité de l'activité de mTOR, peut-être Jean-Marc nous en parlera-t-il. C'est un point important puisque au cours de la lame, c'est un mode thérapeutique qui est maintenant établi et qui pourrait éventuellement être testé au cours du syndrome de Burthoff-Dubé. Alors, depuis assez longtemps, il y avait dans la littérature des cas de pneumothorax spontané familial et chez des patients qui avaient des kystes pulmonaires, qui n'avaient pas de signes cutanés, pas de signes rénaux, de tumeurs rénales, et chez lesquels existaient des mutations du gène FLCN. Voici le cas d'une de nos patientes, qui est une femme qui est née en 1951, non fumeuse, qui a présenté des pneumothorax droits récidivants depuis 1994. Elle en a fait 7. Elle a eu une pleurodèse en 1995. Le scanner a montré ce que le radiologue a interprété comme un emphysème. Elle a eu une pleurectomie en 2002, qui a mis en évidence de multiples images bulleuses à la surface pulmonaire. Et vous voyez ici, on est loin là des images caractéristiques du syndrome de Burthoff-Dubé, de ces grosses images. On a ici des petites images kystiques qu'on manquerait presque au niveau du parenchyme pulmonaire, mais qui sont quand même bien présentes. Ici, celle-ci n'est pas parfaitement circulaire, plus nombreuses au niveau de la partie inférieure des poumons et des zones centrales. Chez cette femme, nous n'avons pas trouvé de manifestation cutanée caractéristique. Il n'y avait pas d'atteinte rénale au scanner. La biologie moléculaire du gène FLCN a mis en évidence une délétion hétérozygote au niveau de l'exon 14 et il n'y avait pas d'histoire de manifestation pulmonaire familiale. Donc ce que je crois, c'est qu'en réalité, il faudrait supprimer ce terme de syndrome de Burthoff-Dubé. Vous me direz, on est dans une période où les nomenclatures voltigent, effectivement. On a déjà débaptisé le syndrome de Churg-Strauss, mais en tant que pneumologue, ça me gêne d'appeler syndrome de Burthoff-Dubé une pathologie pour laquelle ce que nous voyons, nous, ne comporte pas toujours de signes cutanés. Donc mon sentiment, c'est que oui au Burthoff-Dubé complet, avec l'atteinte cutanée, avec l'atteinte pulmonaire. Pour les personnes qui ont un pneumothorax spontané familial, je pense que c'est des lésions associées au gène de la folliculine et que lorsqu'il n'y a vraiment aucun caractère familial et aucun signe cutané, je pense qu'il faut parler de maladies kystiques multiples pulmonaires associées au gène de la folliculine. Et je pense que la terminologie qui pourrait recouvrir l'ensemble serait les maladies kystiques multiples pulmonaires associées au gène de la folliculine. Très brièvement, je vous parlerai de l'histiocytose à cellules de Langerhans. Vous savez que c'est une maladie qui est liée à une prolifération des cellules de Langerhans qui se présente de manière différente chez l'adulte, où elle est essentiellement pulmonaire, et chez l'enfant, où elle est multisystémique, et l'atteinte pulmonaire résulte d'une bronchiolite. Le tableau survient chez les fumeurs, le pneumothorax initial est la manifestation dans 2/3 des cas, il y a des améliorations spontanées possibles, mais il y a aussi une possible évolution vers un trouble obstructif sévère et une réduction de la DLCO qui peut conduire à la transplantation. Le diagnostic est essentiellement sur l'imagerie pulmonaire pour ce qui concerne les formes limitées aux poumons. Il peut y avoir des signes extrapulmonaires comme le diabète insipide ou l'atteinte osseuse qui orientent vers la granulomatose à cellules de Langerhans et dans beaucoup de cas, la biopsie pulmonaire n'est pas nécessaire. Les lésions prédominent au niveau des sommets et des parties moyennes des poumons, à l'inverse du Burthoff-Dubé. Il y a une évolution séquentielle qui est très importante, qui fait passer des nodules centrilobulaires à des nodules troués
qui sont des kystes à parois épaisses, et à des images de kystes à fines parois. Donc vous avez ici, de manière tout à fait caractéristique, des images d'histiocytose, avec ces nodules troués à parois épaisses, qui, lorsqu'on les trouve sur une ou deux coupes, sont très en faveur du diagnostic d'histiocytosique. Ces images, d'autre part, sont des images irrégulières, qualifiées de bizarres par les radiologues anglo-américains. Et vous voyez que certaines images certains kystes n'ont pas de parois, alors que d'autres ont des parois plus épaisses, et ce sont ces parois plus épaisses qui doivent attirer l'attention. Ça, c'était les trois grandes maladies qui donnent des images kystiques multiples pulmonaires. Mais il y en a pas mal d'autres, et je pense qu'il faut connaître un peu la liste de ces maladies qui peuvent constituer des pièges. Notamment, on peut en voir au cours de pneumopathie interstitielle, et plus particulièrement de la pneumopathie interstitielle lymphoïde, dont on sait qu'elle est associée au syndrome de Sjögren et à la maladie de Castleman. Plus rarement, on peut en voir au cours des pneumopathies interstitielles desquamatives, au cours des pneumopathies d'hypersensibilité. Ces pneumopathies lymphoïdes interstitielles résultent d'une hyperplasie du tissu lymphoïde associé aux bronches. Il y a un chevauchement avec les bronchiolites folliculaires, et ces kystes sont donc associés à la pneumopathie interstitielle, comme je vous l'indiquais. Mais il peut exister d'autres anomalies, comme des opacités en verre des polis, des nodules centrolobulaires, un épaississement des septa, et ainsi de suite. Au cours du syndrome de Sjögren, ce qu'il faut savoir, c'est que la maladie kystique multiple pulmonaire peut être la manifestation la plus importante, la plus évidente. Comme on le disait, ces kystes peuvent être associés avec des lésions interstitielles, mais parfois, ils s'intègrent dans un contexte de maladie bronchiolaire, de lymphome ou d'amylose. Voilà par exemple une de mes patientes qui présente cette image, qui est vraiment une maladie kystique multiple pulmonaire très importante, qui est survenue au cours d'un syndrome de Gougerot-Sjögren. Voilà un aspect très particulier. Au point de vue de la biopsie pulmonaire, vous voyez ici au niveau des bronchioles une infiltration lymphoïde folliculaire, comme on en voit dans les bronchiolites folliculaires. Ici, à un plus fort grossissement, ce sont bien des lymphocytes, et vous voyez ces images de type kystique. Mais en plus, chez cette patiente, il y avait cette image qui, dans ce contexte de maladie de type syndrome de Gougerot-Sjögren, faisait poser la question d'un lymphome. En fait, la biopsie pulmonaire a montré une substance aniste, sans cellules, et la coloration avec rouge Congo et examen en lumière polarisée a montré qu'il s'agissait d'une masse amyloïde associée à une maladie kystique multiple pulmonaire au cours d'un syndrome de Gougerot-Sjögren. À côté de ces causes de maladies kystiques multiples pulmonaires, citons les maladies d'origine infectieuse. Autrefois, on parlait beaucoup de la pneumococcie, de la staphylococcie bulleuse du nourrisson, qui est devenue beaucoup moins fréquente, mais qui est une cause de maladie kystique multiple pulmonaire, avec notamment des pneumothorax, mais d'autres pneumopathies infectieuses, microbiennes, peuvent donner lieu à ces anomalies. Au moment où le sida est apparu, on a découvert beaucoup d'infections à pneumocystis gyrovesi chez les patients sida, mais qu'on peut voir aussi chez les patients ayant des déficits immunitaires non sida. Et les patients atteints de sida au début de l'épidémie de la maladie ont développé des maladies kystiques multiples pulmonaires, ont développé des pneumothorax récidivants, et quand on reprend la littérature de l'époque, des années 1980, c'était vraiment un problème majeur. On peut voir aussi une maladie kystique multiple pulmonaire dans le syndrome hyper-IgE, c'est-à-dire plusieurs milliers d'unités internationales par millilitre d'IgE, et qui se caractérise par un déficit immunitaire avec des infections pulmonaires et cutanées, et qui se traduit, qui est en lien avec une mutation du gène STAT3 qui est retrouvé dans ce contexte. La papillomatose pulmonaire est une maladie très méchante. La papillomatose laryngo-trachéale est une maladie récidivante
très difficiles à contrôler, mais dont les conséquences sont rarement mortelles. Mais parfois, il peut exister une extension à partir du larynx dans les structures trachéobronchiques avec une atteinte pulmonaire qui est caractérisée par des kystes à parois plus ou moins épaisses et des nodules. Voici un aspect très caractéristique de ces kystes et parfois c'est une maladie absolument dramatique comme chez cet enfant où vous avez une destruction totale du parenchyme pulmonaire. Alors un point de difficulté supplémentaire est que ce papillomavirus peut être inducteur de cancer et nous avons par exemple actuellement en charge une patiente qui est une jeune femme qui avait une forme laryngée, qui a évolué au niveau pulmonaire avec des images kystiques et qui a développé un cancer qui a fait l'objet d'une exérèse chirurgicale, mais qui garde une maladie et une menace de cancer, et pour laquelle on est en train de mettre en route un traitement de vorinostat. Il y a aussi des maladies kystiques multiples pulmonaires d'origine maligne, et notamment les métastases des sarcomes, c'est-à-dire qu'il n'est pas exceptionnel qu'un angiosarcome, un sarcome épithélioïde, ou n'importe quel type de sarcome, et d'autres maladies malignes, puissent se révéler par une maladie kystique multiple pulmonaire. Vous voyez ici, c'est pour un angiosarcome. Vous avez ces kystes multiples et le pneumothorax qui a conduit à leur découverte. Je crois que c'est un angiosarcome du scalp. Même chose ici, on a des images kystiques multiples pulmonaires qui sont des métastases de sarcome qui peuvent être révélatrices. Je dirais quelques mots des images kystiques multiples pulmonaires associées aux dépôts immunoglobuliniques monoclonaux. Les plus classiques, c'est évidemment l'amylose, où on a des dépôts amorphes qui fixent le rouge Congo, qui sont fibrillaires en microscopie électronique, qui peuvent donner des images interstitielles diffuses, mais exceptionnellement des maladies kystiques multiples pulmonaires. Mais je voudrais attirer votre attention sur quelque chose de nouveau, ou relativement nouveau, que sont les dépôts non amyloïdes monoclonaux d'immunoglobulines. Ces dépôts sont amorphes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas fibrillaires, mais granuleux en microscopie électronique, et ils ne fixent pas le rouge Congo. Le diagnostic immunohistochimique est donc très difficile, et la maladie peut se présenter comme une maladie kystique multiple pulmonaire. Ça a été en particulier Magali Colomba, anatomopathologiste à l'hôpital Tenon, qui a bien décrit cette maladie kystique multiple pulmonaire qu'il faut diagnostiquer par les immunomarquages et aussi par la mise en évidence des images sur l'histopathologie. Voilà ces aspects ici de maladie kystique multiple pulmonaire qui fait évidemment beaucoup plus penser à une forme bizarroïde d'emphysème. Je vous en présente un cas, c'est une femme qui est née en 1967, fumeuse. Donc quand on voit une maladie kystique multiple pulmonaire, on pense volontiers à d'autres causes en présence d'un tabagisme qui nous est adressé en 2007, pas de Disney, tests fonctionnels pulmonaires normaux. Et là, vous voyez qu'on est bien embêté, après tout ce que je vous ai dit, pour caractériser ces lésions. C'est-à-dire qu'elles ne ressemblent pas à un Burtog du B, ça ne ressemble pas non plus à une lymphangiodéliomyématose. Vous voyez une particularité, à savoir qu'elles sont connectées avec les voies aériennes principales. Et chez cette femme, on a trouvé des dépôts amorphes et eosinophiliques, ne fixant pas le rouge Congo, sans biréfringence verte en lumière polarisée, pas de signe de lymphome, quelques lymphocytes dispersés. Alors vous voyez ici un aspect de ces kystes, et avec, à la paroi, toutes ces petites images roses de dépôts amorphes très particuliers que vous voyez ici, pseudo-lamellaires, en un plus fort grossissement. Et en microscopie électronique, vous avez ici un vaisseau qui est atteint avec ces dépôts concentriques, granuleux, qui n'ont rien à voir avec les dépôts que l'on peut observer au cours de l'amylose. Donc c'est une maladie qui est tout à fait particulière et il faut savoir y penser, poser la question à l'anatomopathologie. Alors chez notre patiente, on a recherché une clonalité lymphoïde et effectivement, il a été mis en évidence sur la biopsie pulmonaire une clonalité lymphoïde B par l'étude des réarrangements
de chaîne légère d'immunoglobuline, chaîne lourde d'immunoglobuline, et en réalité, il n'a pas été identifié de clone B malin, ou que ce soit au niveau du sang ou de la moelle osseuse, donc c'est une maladie strictement pulmonaire, quoique plurifocale. Donc pour conclure, je vous présenterai juste ce tableau qui donne les signes distinctifs des principales maladies kystiques multiples pulmonaires, à savoir la lame sporadique et ou associée à la sclérose tubéreuse de Bourneville, la granulomatose à cellules de Langerhans et le syndrome de Burthoff-Dubé. Je vous invite, si vous êtes intéressé, à retrouver tout ça dans le chapitre de la monographie de l'ERS sur les maladies orphelines pulmonaires. Et en conclusion, je vous dirais que la maladie kystique multiple pulmonaire est une maladie très rare, mais qui résulte de maladies rares par elles-mêmes, que les difficultés diagnostiques sont très variées. Dans certains cas, le diagnostic est immédiat, dans d'autres, il est plus difficile. Et il existe un certain nombre de cas pour lesquels, malgré une bonne expérience déjà, et des recherches exhaustives, on ne trouve pas d'explication. Donc il reste encore beaucoup à trouver dans ce domaine. Je vous remercie de votre attention. Merci, Dr Cordier, de nous avoir aussi autant simplifié ce chapitre un peu compliqué. Et je laisse la parole à l'audience s'il y a des questions. On aura un peu plus de temps. Malheureusement, le docteur Abdelkarim Bahlaoui ne pourra pas venir nous donner sa conférence, donc on aura un peu plus de temps pour les questions et pour la conférence suivante. Je vous remercie pour cet exposé. Ma question est, je vois quand faire une biopsie pulmonaire, quand on a une maladie kystique symptomatique chez des patients, évidemment, histiocytose ou lymphe. Mais dans les dernières pathologies que vous avez présentées, c'était des malades qui avaient des kystes avec une fonction pulmonaire qui était relativement normale, sans aucune autre maladie extra-pulmonaire. Quand vous les poussez, vous poussez vers une biopsie, est-ce qu'il y aura un traitement à proposer après cette biopsie? Parce qu'au Liban, si on va faire une chirurgie sans proposer un traitement après aux patients, ça prête un peu à critique. Merci. C'est une bonne remarque de clinicienne expérimentée, on est bien d'accord. Le point est le suivant, c'est que actuellement, la durée de vie des femmes augmente de façon très considérable dans tous les pays du monde. Et quand on trouve chez une femme jeune de 45 ans ou 50 ans une maladie kystique multiple pulmonaire, on pense qu'elle devra vivre avec encore pendant 35 ans ou plus. Donc, je crois que on se donne jamais, nous ne faisons chez une personne asymptomatique pour laquelle le bilan non invasif n'a pas permis de diagnostic, nous ne faisons jamais de biopsie pulmonaire systématique. Jamais. Par contre, on étudie l'évolutivité des lésions. Et si les lésions sont évolutives, c'est-à-dire s'il y a une augmentation du nombre des kystes, de la taille des kystes, je pense que c'est important de faire un diagnostic, et notamment parce que ça peut déboucher sur des options thérapeutiques. Comme je vous l'ai dit, par exemple, dans le syndrome de Burthoff-Dubé, il est clair que la voie mTOR est impliquée. Comme on le verra au cours de la lame, dans cette maladie, le traitement par sirolimus est efficace. Donc, probablement, on pourra tester ce type de traitement chez les personnes atteintes de maladies kystiques multiples pulmonaires de type syndrome de Burthoff-Dubé. D'autre part, la patiente dont je vous ai montré le dernier cas, là, de maladie de dépôt immunoglobulinique non amyloïde, ce sont des personnes qui ont une maladie possiblement évolutive. J'ai une patiente qui a développé cette maladie, qu'on a diagnostiquée à un stade trop tardif, ça n'était pas encore bien décrit, et c'était une forme spéciale qui est différente de la forme kystique multiple pulmonaire, qui est une forme des voies aériennes qui aboutit à des bronchectasies saculaires, quelque chose d'assez spectaculaire, mais cette femme a nécessité une transplantation parce qu'on n'avait pas eu un diagnostic suffisamment précoce pour agir sur le lymphome. Donc, je partage totalement votre avis. Image kystique multiple pulmonaire sans conséquence, pas d'intervention pour une curiosité diagnostique.
Mais s'il y a une progression, je crois qu'il faut absolument chercher à savoir ce qu'il en est, surtout qu'une biopsie chez quelqu'un qui a une fonction pulmonaire normale, ce n'est pas quelque chose de très agressif. Donc il faut être vigilant, ne pas laisser s'installer des maladies évolutives dont on serait amené à regretter qu'elles aient des conséquences graves. Mais c'est vraiment à juger au cas par cas. Thank you, Doctor, for very nice presentation of the multisystem lung disease. But I add other thing in our country, in Iraq. I put the first cause of the multisystem lung disease is the hydatid cyst, because every day or every week we see a case or two cases of the hydatid disease in the lung. And I see many cases of the multiple cysts. And I see about 4 to 5 cases. There are about more than 30 cysts in the both lung. And this cyst usually either discovered by chest X-ray, or sometimes may present with the respiratory symptoms, or may cause infection like lung abscess, or sometimes maybe rupture to the bronchus or to the pleurocollagen pleural effusion. And the diagnosis in our country we do by the CT scan or MRI. And it's very common. And here about the treatment, when it is one cyst, they do operation with them. But when multiple cysts, and it was difficult to do operation, we give him antiprozoal like the drug, because I have a case, we give him a drug. Most of the cysts are cuffed, and some of them are becoming shrinkage. More than 30 cysts were present in the both lungs. Yes, sir. Of course, this is a family of disorders that I do not know well. But what I know is that the cysts are usually filled with liquid. And the cysts I'm talking of are cysts which are aeric cysts. I know that in hydatid disease there may be a break of the cyst with ensuing loss of water, and with the special aspect of the membrane which is floating on the air level. But the main difference is that I'm not speaking of cysts containing any liquid or matter, but my talk is strictly devoted to aeric cysts.